Bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace de travail. Aujourd'hui, on va parler du col blanc, ce cadre, cet employé de bureau en chemise, en veston, à qui on a assigné le fait de s'éloigner des attributs de l'ouvrier en bleu de travail, les mains sales. C'est une classe sociale mouvante, aux frontières indécises, tant le monde du travail s'est lui aussi morcelé entre le statut, la profession, l'activité. Que dire en effet de ces professionnels de l'immobilier, par exemple, qui portent beau, qui ont un costume, un tailleur, un talon, et qui pourtant sont soumis à un statut plus qu'instable, avec des revenus eux aussi très différents et variant sensiblement d'un mois à l'autre, à la fois indépendants et précaires. Que dire aussi de ces chauffeurs qui sortent de leur berline noire en costume et qui doivent parfois travailler plus de 60 heures par semaine, voire plus que 60 heures par semaine, pour se faire un petit revenu et qui ne doivent jamais non plus se départir de leur sourire face aux clients. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui dans cet espace de travail. Avec vous, Lise Bernard, vous êtes sociologue et vous êtes chargée de recherche au CNRS. Bonjour. Et Saya Baroun, vous êtes chauffeur, secrétaire général du syndicat des chauffeurs privés VTC et vous êtes une figure connue du combat des chauffeurs contre Uber et autres plateformes. Bonjour, pardon. Bonjour à vous. Lise Bernard, donc vous avez écrit et réalisé une enquête sociologique que j'ai trouvée passionnante qui s'appelle La précarité en col blanc, une enquête sur les agents immobiliers et vous avez, c'est un travail de plusieurs années, de longue haleine, vous avez même réussi à vous faire accepter, je crois, dans une agence immobilière pour une observation de cette profession qui par ailleurs pâtit parfois d'une image assez négative. On peut avoir l'impression que les agents immobiliers s'enrichissent sans faire grand-chose sur le dos des acheteurs, des vendeurs, qu'ils sont parfois un peu frimeurs, un peu bonimenteurs. Quand on va comme vous un peu dans les plis de l'analyse, après avoir longtemps observé, interrogé et rencontré ces agents immobiliers, on s'aperçoit que la réalité est tout autre. C'est un travail ingrat, souvent précaire, avec une espérance de fortune au bout qui est finalement assez peu exaucée. Quelles sont les principales caractéristiques, selon vous, de l'agent immobilier, du professionnel de l'immobilier ? Alors donc j'ai réalisé une enquête de terrain sur les agents immobiliers, à la fois sur ce qu'on appelle les directeurs d'agence et sur ce qu'on appelle les négociateurs, qui travaillent dans les agences donc sans les diriger. C'est à la fois un travail statistique qui s'appuie sur des grandes enquêtes de l'INSEE pour produire des chiffres en fait au niveau national sur la profession et également pour la situer en fait par rapport aux autres professions qui existent en France. Et ça s'articule donc avec une enquête de terrain qui combine à la fois une enquête, donc ce qu'on appelle en sociologie par observation participante, c'est-à-dire en fait une enquête de terrain dans une agence immobilière dans laquelle j'ai travaillé, alors pas comme négociatrice, mais je faisais de l'administratif, mais j'accompagnais les agents immobiliers, les négociateurs, etc. dans leurs activités de travail. J'ai travaillé à Paris dans une agence donc pendant 15 mois. Et j'ai couplé ça avec des entretiens, une cinquantaine d'entretiens réalisés dans d'autres agences en France. Voilà. Et donc, oui, en effet, une des images du métier, c'est que c'est un métier où c'est facile de gagner sa vie. Mais la réalité est différente, même si, bien sûr, certains agents immobiliers gagnent très bien leur vie. Mais ils sont confrontés en fait à une forme de précarité. Alors, c'est quelque chose qui peut surprendre. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la rémunération en fait, des agents immobiliers repose sur les commissions d'agence. On parle aussi d'honoraires. Voilà. Et ces honoraires paraissent souvent très élevés aux clients. Donc, par ailleurs, souvent on a le sentiment que c'est un métier qui est facile à réaliser. D'après une image répandue, en fait, le métier consiste à ouvrir les portes. Dans les faits, c'est en fait beaucoup plus compliqué. Bon. Donc voilà, on peut avoir le sentiment que c'est facile de bien gagner sa vie. Et par ailleurs, en fait, comme vous disiez, c'est un métier de présentation où la tenue vestimentaire est très soignée, où c'est très important de sourire face aux clients. Et donc tout ça laisse peu en fait apparaître les formes de fragilité qui les caractérisent aussi. Et leurs conditions de travail, de fait. Et leurs conditions de travail, voilà. Alors il y a un autre élément en fait qui complique les choses, c'est que c'est un métier qui est aussi associé à un certain statut. Leur condition en fait, est très ambivalente. Donc même si la réputation en fait, des agents immobiliers n'est pas toujours bonne, même en fait pas très souvent, en même temps c'est un métier aussi qui attire pour plusieurs raisons. À la fois donc, pour des espérances de revenus, c'est un métier où certains gagnent bien, voire très bien leur vie. C'est aussi un métier où il y a une autonomie qui est relativement forte dans le travail, nettement plus en fait que dans les positions les plus subalternes du monde du travail. Si bien en fait que ça aussi c'est très attirant et c'est source de satisfaction pour un grand nombre d'agents immobiliers. Puis c'est aussi un métier où on vend un bien qui est valorisé, valorisé parce qu'il est très cher, mais aussi parce qu'il repose sur une dimension affective et symbolique qui est forte. Et puis c'est aussi un métier où on est en contact avec des interlocuteurs qui peuvent avoir un statut relativement élevé. C'est le cas de clients qui peuvent avoir parfois
de l'argent, voire beaucoup d'argent, mais aussi de notaires, qui est un métier qui est nettement plus considéré. Voilà. Et pour toutes ces raisons-là, certains agents immobiliers considèrent qu'il est important de porter un costume, voire une cravate. En tout cas, voilà, d'avoir une apparence qui est soignée. Et dans le même temps, donc voilà, malgré ces aspects, ils sont confrontés à une forme de précarité. Alors, la précarité, c'est un terme qui est très polysémique, qui peut vouloir dire plusieurs choses, etc. Alors, quand moi je parle de précarité, je ne veux pas dire que les agents immobiliers sont tous très pauvres, je ne veux pas dire non plus qu'ils n'ont pas d'emploi, etc. Voilà, donc là, ce n'est pas précarité au sens de chômage, au sens de grande pauvreté, c'est précarité au sens en fait de précarité de l'emploi, c'est-à-dire être confronté à une forme d'indétermination forte de l'avenir. Et là, en fait, c'est le cas pour les agents immobiliers parce qu'ils sont ou bien directeurs d'agence, et donc chefs d'entreprise, ou bien négociateurs. Et là, s'ils sont salariés, leur salaire en fait se compose d'une part variable et d'une part fixe. Et la part fixe prend souvent la forme en fait, d'une avance sur commission, c'est-à-dire qu'ils vont devoir la rembourser les mois où ils réalisent des ventes. Ils vont toucher cette avance quand ils ne font pas de vente, mais le mois suivant, s'ils en font, la part du salaire qui leur revient va d'abord servir en fait, à combler ces avances. Et par ailleurs, un grand nombre de négociateurs en fait, sont aussi indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas de revenus tant qu'ils ne font pas de vente, si bien en fait, qu'une part non négligeable d'entre eux sont amenés en fait, à quitter le métier, faute de pouvoir en vivre. Et on constate que le turnover dans la profession est très important. Ce que vous voulez dire, et peut-être que ce que vous démontrez dans ce travail-là, c'est qu'on peut être précaire sans être pauvre. Alors, et à contrario, on peut être pauvre sans être précaire, mais que c'est une forme de précarité qui est nouvelle et qui n'est pas forcément si simple que ça à décrypter. Je me tourne vers vous, Seyha Baroun, parce que vous êtes donc une figure du combat des chauffeurs VTC. Et derrière les chauffeurs, notamment les chauffeurs Uber, il y a tout un décorum, une image de marque. Uber, notamment, a survendu la berline, le costume, le côté un peu classe de l'exercice. Et alors ça, c'est la partie brillante. Et peut-être que certains chauffeurs se vivent comme ça aussi, mais il y a aussi la partie moins difficile, plus reluisante, qui est les conditions de travail, le temps de travail et ce qu'on obtient, ce qu'on gagne au bout. Comment ça se passe et comment les chauffeurs se vivent dans ce cadre-là? Alors, historiquement, vous aviez à peu près 20 000 chauffeurs de taxi à Paris. Je pense que tout le monde se souvient que ça se passait plutôt très mal. À l'époque, on était beaucoup de salariés de grosses sociétés de limousines, donc on va dire 20 000 taxis, 700 à maximum 2000 chauffeurs de limousine pour la Fashion Week, pour les grands palaces, etc. Et ce sont ces sociétés-là qu'Uber est venu voir en premier. Donc d'abord, ils sont partis voir les taxis. Ça n'a pas marché avec eux. Et donc à l'époque, les taxis leur avaient demandé de s'ouvrir un peu plus. Ils avaient fait des manifestations pour dire non, c'est que nous et tout ça. Ils sont partis voir ces sociétés de limousine qui ont grandement aidé les plateformes ces premiers temps-là. Donc ça restait quand même cher et c'était vraiment des berlines de luxe comme il existait à l'époque, bien avant les taxis finalement. Ensuite, ils ont continué à démarcher les salariés, donc les quelques salariés qui étaient là juste pour les saisons, etc. Mettez-vous à votre compte, les gars, on va vous gaver de primes. Et c'est ce qui s'est passé. Les premiers temps d'Uber, la relation entre le chauffeur et les dirigeants d'Uber, même qui sont aujourd'hui dirigeants Europe, c'était café croissant, comment vas-tu, etc. Ils tournaient à environ 42-43 euros de l'heure net à rien faire. Et à partir du moment où ils ont commencé à appeler de plus en plus de monde à venir, et à ce moment-là aussi, on avait découvert, quand on avait créé le syndicat, que les plateformes avaient fait un lobbying monstre pour détruire l'accès à la profession. Vous voyez, aujourd'hui, dans n'importe quelle profession, vous ne pouvez pas claquer des doigts et entrer dans la profession. La nôtre aussi, pendant un moment, c'était 240 heures de présence. Donc il y avait énormément de magouilles avec des centres. Vous allez vous mettre au fond de la salle, ou si vous connaissez le gars, vous venez jamais, il notait que vous étiez présent, vous devenez VTC et vous allez remplir les rangs de l'armée finalement, de la plateforme qui est super, trop cool, génial, avec son truc numérique et tout ça. Donc voilà, les premiers temps, c'était démarcher les sociétés existantes. Donc eux, ils étaient dans le code, dans le dressing finalement du vrai métier de chauffeur de limousine. Avec le temps, ça a été de les démarcher, de les surpayer. Et dès qu'ils capturent le marché, c'est ce qui se passe dans toutes les plateformes, hein, dès qu'ils capturent le marché à coup de subvention, là, ils font ce qu'ils veulent. Et les qualités se dégradent. Donc aujourd'hui, on en est arrivé à un point où, de notre côté, je crois qu'on est entre 5 et 10% de chauffeurs sur une niche. C'est toujours les mêmes finalement depuis plus de 30 ans ou 40 ans. Une niche de luxe, vous voulez dire ? Une niche haut de gamme, de qualité. Et tout le reste, je pense que même les usagers aujourd'hui l'ont vu, ils sont en t-shirt. Et quand on lui dit « mais comment tu fais ?» Il dit « attends, pour 4 euros de l'heure, je ne vais pas non plus mettre une chemise. » Et alors, est-ce que la précarité pour eux est un problème ? Je me souviens d'avoir
interrogé des livreurs à vélo qui disaient qu'ils appréciaient beaucoup la souplesse, l'organisation de vie telle qu'ils la concevaient, le fait de ne pas avoir de patron, et que ce qui leur posait problème, c'était l'absence de protection sociale. Est-ce que, selon vous, cette histoire d'être sur un statut instable, avec des revenus fluctuants, c'est un problème pour les chauffeurs que vous défendez ou pas? C'est un gros problème, mais le problème, c'est le degré de compréhension. Je vais vous donner un exemple. Il y a un mois, j'étais chez mon mécano pour faire une vidange, etc. Et un des mécaniciens sur place, donc profil du gars qui a plus de la quarantaine, qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas de diplôme dans sa vie, etc. Il est mécano parce qu'il est là, parce qu'on l'a mis là depuis très longtemps. 1100 € par mois, il en a ras-le-bol. Il dit, tiens, regarde, toi, tu t'y connais là-dedans et tout ça. Et je regarde effectivement, donc on lui propose une nouvelle plateforme numérique trop cool, etc. Un leasing à 40 000 €. Un leasing, si vous pouvez... Un leasing, une LOA, quoi, une location avec option d'achat. Donc c'est un petit véhicule utilitaire de 15 000 € neuf en magasin. Mais à l'intérieur, il y a tellement de matériel pour faire de la mécanique. Et on lui dit, voilà, vous prenez ce leasing-là pendant 4 ans chez nous et on va vous envoyer beaucoup de vidanges à faire chez les gens. C'est un nouveau système qui se lance, etc. Les gens vont rester chez eux, vous allez faire la vidange chez lui, chez l'autre, etc. La question, c'est qu'il prend le leasing chez eux, c'est eux qui vont lui fournir à manger. Donc ils feront toujours en sorte, comme on l'a vu par exemple sur la plateforme Le Cab, elle vous loue la voiture 2 000 € par mois, mais plus vous faites des courses chez eux, et plus ils vous baissent le prix de la location. Sauf qu'arrivé au moment où ça va être vraiment pas cher le prix, ils vous donnent moins de courses. Ils ne vont pas vous laisser atteindre l'objectif pour vous faire baisser le prix. Donc voilà, on a un problème, c'est que les gens en ont marre de leur quotidien. Je pose ma fille à l'école, j'ai une dame de la mairie chez qui je paye la crèche et tout ça, me dit j'ai envie de me lancer, j'en ai marre des 1000 ou 1200 € par mois en tant que... je voudrais faire plus, je voudrais gagner plus. Je voudrais faire plus. Le problème, c'est que vous allez rentrer, vous allez voir effectivement 4 000, 5 000, 6 000 € de chiffre d'affaires mensuel, mais quand vous allez payer la TVA, payer les charges, la taxe CFE, le comptable, l'assurance, le moindre petit PV que vous allez oublier qui va monter à 600 €, la voiture de location, quand vous allez la rendre au bout de 8 mois et que vous allez payer 1 200 € de pare-choc, etc., tout ça, ce sont uniquement les entrepreneurs qui le savent. Ce ne sont pas les gens qui ont une optique et une mentalité de salarié. Quand vous allez avoir ça, vous allez fuir. Et donc aujourd'hui, d'un point de vue officiel, la Chambre des métiers du 93 m'a contacté il y a 1 an et demi déjà, en me disant c'est quoi ce bordel chez vous 56% des nouveaux VTC à la CMA du 93 disparaissent entre 1 an et 1 an et 3 mois. Donc j'y vais, on leur explique que voilà, on rentre dans le métier, parce qu'on en a marre d'aller avec le ticket chez le patron qui nous dit qu'il faut venir, etc. C'est vrai que c'est cool d'être patron de soi-même. Mais finalement, en tout cas, nous, de notre côté à nous, il faut toujours entre 8 à 1 an et 2 mois pour qu'un chauffeur comprenne qu'il est dans un piège. Les premiers temps, ils ne peuvent pas le comprendre. Vous parliez du turnover tout à l'heure dans la profession des agents immobiliers. Est-ce que cette question de l'argent, du fait de gagner de l'argent, est un enjeu important pour eux, évidemment, parce que c'est leur revenu, mais je crois me souvenir que dans votre travail, vous dites que ça fait aussi partie d'une forme de culture professionnelle et que c'est admis en tant que tel que se faire de l'argent, c'est quelque chose de positif, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres professions. Est-ce que ça fait vraiment partie de l'enjeu? Est-ce que ça... chez la profession que vous avez étudiée? Alors, donc, il y a plusieurs aspects par rapport à ça. D'une part, l'argent, c'est assez souvent, mais ce qui ne veut pas tout dire, donc systématiquement, un des facteurs d'entrée dans le métier. Ce que ça signifie, c'est qu'en fait, il y a plusieurs raisons d'entrer dans le métier. Elles peuvent être très diverses. On peut être attiré par l'autonomie, par exemple. On peut être attiré par le fait de s'entretenir avec des clients. On peut être attiré par le fait qu'en visitant des appartements, on a affaire à des choses qui sont liées d'une façon ou d'une autre à la décoration, à l'architecture, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui jouent pour l'entrée dans le métier. Et dans le même temps, la question de l'argent, vouloir gagner de l'argent, c'est aussi une dimension qui est importante, voire très importante, et qui est en fait surtout valorisée par les directeurs d'agence. Parce qu'en fait, ça leur permet d'avoir des négociateurs qui pourront vraisemblablement leur apporter aussi des ventes, parce qu'ils seront, comme on dit parfois, entre guillemets, motivés pour travailler. Donc voilà, en ce sens-là, c'est une dimension qui est importante. Maintenant, on peut vouloir gagner de l'argent pour des raisons très différentes. Certains, c'est parce qu'ils veulent grimper socialement, dans l'échelle sociale. Pour d'autres, ça peut être pour combler des dettes. Il y a aussi beaucoup de femmes qui entrent dans le métier après un divorce. Voilà, là, c'est donc pour combler des besoins liés aux enfants, etc. Voilà. Donc ça peut être pour des raisons différentes, mais c'est une variable, en effet, qui est importante. Et dans le même temps, une fois qu'on est entré dans le métier, c'est aussi une préoccupation qui est importante au quotidien, parce que l'argent n'est en fait jamais acquis, mais toujours
toujours à conquérir, et l'argent joue du coup sur les trajectoires. Si on ne gagne pas suffisamment sa vie, on va devoir quitter le métier. Et c'est en ce sens-là que c'est pour certains, mais pas seulement pour les plus précaires, c'est une préoccupation qui peut être importante, voire très très importante. C'est-à-dire que si on ne gagne pas, il faut qu'on arrête. Vu que ce n'est pas du salariat classique, si on ne gagne pas de l'argent et que si on ne fait pas gagner de l'argent à l'agence, ça s'arrête. C'est ça. Alors, si on ne gagne pas suffisamment sa vie, et par ailleurs en travaillant 5 heures voire 60 heures par semaine, au bout d'un moment, un certain nombre, oui, s'en vont. Vous parliez de l'entrée dans le métier. Est-ce que le marché de l'immobilier et peut-être aussi le marché de l'emploi des chauffeurs, au sens large, permet à des gens qui n'ont pas forcément le bon profil, le bon diplôme, la bonne origine parfois, de se faire une place sur le marché de l'emploi? Est-ce que ça, c'est un mythe ou pas? Alors, je pose la question à vous, Lise Bernard, sur le secteur de l'immobilier. Alors, ce qu'on constate pour l'immobilier, c'est que les profils d'entrée sont relativement variés. C'est-à-dire qu'on a des individus qui sont issus de milieux sociaux élevés, voire très élevés. On a notamment une surreprésentation des personnes qui ont un père cadre. Mais dans le même temps, on a aussi des agents immobiliers qui sont issus de milieux populaires. Donc, c'est quelque chose ça existe. Voilà. Alors, ces agents immobiliers issus de milieux populaires, on peut les trouver dans des quartiers variés. Mais là où ils ont le plus tendance à réussir, ce sont par ailleurs dans les quartiers populaires. Dans le même temps, ce qu'on va constater, c'est qu'aussi certains d'entre eux peuvent réussir, et parfois même très bien réussir, dans des quartiers de classe moyenne, voire dans des quartiers de classe supérieure. Mais ce qu'on va remarquer, c'est qu'en fait, ces agents immobiliers ont connu des trajectoires qui sont relativement singulières. Alors j'explique. Ce sont des agents immobiliers qui ont pu grandir dans des quartiers sensibles, par exemple, dans des régions très, très différentes, mais qui souvent ont connu au cours de leur trajectoire des expériences socialisatrices relativement variées qui les ont en fait conduits à être au contact de façon relativement prolongée avec des individus de classe moyenne ou de classe supérieure. Si bien en fait qu'ils vont avoir développé une certaine familiarité avec ces milieux sociaux, et cette familiarité en fait ça va les aider pour vendre des logements. Parce qu'ils maîtrisent les codes, quoi. C'est ça, ils peuvent comprendre du coup les demandes, les goûts des clients de classe moyenne ou de classe supérieure par exemple, et ils peuvent aussi avoir un rapport au corps, un rapport au langage qui est susceptible de plaire en fait à ce type de clientèle. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque dans l'immobilier, c'est que les relations avec les clients jouent à la fois un rôle déterminant pour réussir dans le métier, mais ont aussi des formes de singularité. C'est des interactions qui sont relativement longues. Quand on accompagne un client en visite, par exemple, ou les phases de négociation, ça peut durer 30 minutes, par exemple. Donc c'est long. C'est déterminant pour leur avenir économique. Et puis ça présente aussi une forme de complexité parce qu'il faut gagner la confiance de clients qui n'ont pas toujours demandé à passer par leur intermédiaire et qui peuvent être réticents devant un achat qui est très cher, qui n'ont pas forcément confiance dans leur interlocuteur, etc. Voilà. Donc c'est important de savoir les mettre en confiance, d'où en fait l'importance de cette familiarité avec les milieux sociaux des clients. Voilà, donc oui, des agents immobiliers issus de milieux populaires peuvent réussir dans le métier, et notamment dans les quartiers les plus aisés. Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont connu des trajectoires qui sont relativement singulières, avec ces formes de socialisation variées. Est-ce que c'est un mythe, cette idée que le marché de l'emploi... Je suis déjà énervé, ça y est. Qu'on peut arriver sur l'emploi en étant chauffeur sans avoir, en n'ayant pas le parcours classique, un peu de fac, le bon prénom, la bonne couleur de peau? C'est la nécessité absolue de la plateformisation, ça. C'est pour ça que je n'aime pas trop en parler. Quand on a une plateforme, on va se positionner en tant qu'intermédiaire. Donc il vous faut avoir un maximum d'offres pour pouvoir satisfaire la demande et l'inonder. À partir de là, il faut casser l'accès à la profession. Et notamment casser à la profession en disant « mais regardez, moi au moins je donne à manger à des bons à rien de la banlieue qui n'ont pas d'avenir ». Et ça, je trouve ça très dangereux. En fait, pour moi, dans l'avenir, c'est déjà en train de se passer, à partir du moment où le métier de la messagerie, par exemple, les petits colis, la Chronopost, Amazon, etc., ils sont déjà en difficulté, les mecs. C'est-à-dire que j'ai déjà travaillé dans des grosses centrales de la Poste qui, au lieu de changer les salariés qui partent à la retraite, ils mettent des sous-traitants. Et ces sous-traitants-là, où j'ai déjà participé là-dedans, étaient payés 50 centimes le colis, avec des fausses fiches de paye, tout plein de trafic, etc. À partir du moment où l'accès à un secteur est ultra facilité, sachez qu'il y aura toujours du bazar. Donc venir le justifier en disant « oui, mais au moins on offre du boulot », c'est un non-sens, ça ne sert absolument à rien d'en discuter en fait. J'estime que ça ne sert à rien. Mais voilà. C'est pas une réalité. Au-delà du fait que ça je veux même pas en fait analyser ça parce que j'ai déjà discuté avec des coursiers à vélo. Je dis tu sais, moi je suis parti en fait quand on a monté ce syndicat-là, je suis parti sur des bases françaises, d'accord. Je suis pas venu avec une histoire d'origine, de couleur de peau et tout ça. Je dis en France,
On travaille, on paye nos charges, notre TVA, etc. On se met un salaire, on paye l'URSSAF, on pense à la retraite, etc., etc. Sauf que tous ces codes-là, depuis 1936, les congés payés jusqu'à nos jours, tout est brisé. C'est il faut bosser, se faire un maximum de fric. Je trouve que ça ne correspond pas du tout. Un chauffeur-livreur, je dis, si tu regardes vraiment à l'heure, tu ne gagnes pas vraiment ta vie par rapport à ce que dit la France finalement. Lui, il me dit, ouais, mais moi je m'en fous, je sors de prison. Bon, ok, mauvais exemple. Je regarde ailleurs, etc. Et je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont effectivement déconnectés, il y en a beaucoup qui ont souffert dans leur vie, mais j'estime que ce n'est pas une justification à dire brisons cette profession, facilitons l'accès, ainsi tous les pauvres de la banlieue vont pouvoir y entrer, et nous on va pouvoir se gaver derrière et se gargariser en disant ouais, bah, regardez, au moins on a trouvé de quoi bosser. Je trouve que c'est voilà, c'est pas le bon chemin, moi je trouve. C'est très intéressant, mais c'était l'aspect discriminatoire de l'année dernière avec Macron, quoi. Oui, mais au moins on leur donne à manger. Ce qu'avait dit Emmanuel Macron, notamment chez nous, sur le fait que ça permettait à des jeunes qui tenaient les murs de trouver un emploi. Néanmoins, la question de la qualification, par exemple, qui est déterminante sur le marché du travail aujourd'hui, par exemple dans le secteur immobilier, est-ce qu'elle est importante? Vous parliez des milieux populaires tout à l'heure. Est-ce qu'il est important pour devenir agent immobilier, bon agent immobilier, négociateur, voire directeur d'agence, est-ce qu'il est important d'avoir le bon diplôme? Est-ce qu'il est important d'avoir fait des études supérieures? Ou est-ce qu'on peut y aller comme ça, sur sa débrouillardise, sur éventuellement son carnet d'adresses, sur sa présentation, sur son apparence? Alors c'est une question complexe et très importante. Alors d'un côté, il y a un diplôme qui est nécessaire pour devenir directeur d'agence. Il faut un diplôme de Bac plus 3 dans les domaines économiques, commercial ou juridique, ou bien un BTS, profession immobilière. Mais on peut aussi le devenir par ancienneté en ayant été pendant un certain temps négociateur. Par contre, pour être négociateur, là, il n'y a pas de diplômes qui sont nécessaires. Mais quand on regarde, en fait, quand même d'un point de vue statistique, ce qu'on remarque, c'est que les agents immobiliers, donc négociateurs et directeurs d'agence confondus, ont plus en fait que la plupart des actifs occupés comme diplôme le plus élevé, le diplôme du bac ou un diplôme de Bac plus 2. Voilà. En fait, c'est un niveau de diplôme qui est intermédiaire. On est en dessous du niveau des cadres, des professions libérales, mais on est au-dessus de la plupart des niveaux de diplôme des ouvriers ou des employés. Et ce qu'on constate surtout, c'est que, alors pour certains directeurs d'agence, le diplôme c'est un critère important, mais pas du tout pour tous. En revanche, la très grande partie d'entre eux insistent sur le fait que ce qui est important, c'est de savoir bien présenter, de savoir bien parler aux clients, etc., sur des compétences dites relationnelles. C'est aussi important d'avoir un bon carnet d'adresses et qu'on peut pouvoir réutiliser à propos des clients, etc. Donc il y a tout un ensemble en fait, de compétences qui sont en partie liées au diplôme, mais aussi qui ne sont pas uniquement liées à la fréquentation du système scolaire, qui peuvent être liées justement, donc, comme on disait tout à l'heure, à la socialisation de milieux sociaux variés, des choses qu'on peut apprendre aussi dans sa famille, etc. Voilà. Dans les milieux, si on vient d'un milieu commercial, par exemple, certains vont avoir des facilités parce qu'ils ont fréquenté jeunes des clients. Et ça peut les aider, par exemple, pour aller en contact de clients qui n'ont pas fait appel à eux, etc. Voilà. C'est un métier où il faut, comme certains disent, savoir oser, savoir aller vers les autres, etc. Et ça, pour des individus qui viennent de milieux sociaux très différents, enfin très éloignés, ça peut être très difficile. Ça pose la question du rapport à la clientèle, alors là qui pour le coup aussi va vous concerner tous les deux. C'est particulier dans le cas de l'agent immobilier parce qu'il est à la fois maître à bord et puis aussi maître un peu du jeu dans certains cas, parce qu'il a l'offre, enfin il est par rapport au vendeur, et en même temps il est dans une situation de domination vis-à-vis de celui qui veut acheter ou qui veut vendre son bien, et parfois il est presque, d'après ce que vous décrivez, à quémander auprès de son environnement, dans son quartier, des infos sur tel ou tel appart qui va être vendu, telle ou telle maison qui va être vendue, celui ou celle qui veut acheter, il va faire le tour des concierges, il va passer du temps au téléphone, quelque chose qui est très proche du tâcheron, quoi, qui va faire quelque chose de très répétitif, collecter des adresses, collecter des infos. Comment on peut définir le rapport à la clientèle chez les agents immobiliers? Est-ce qu'il est comme ça un peu ambigu? Alors oui, en effet, c'est un rapport qui est très ambigu. D'un côté, le rapport à la clientèle, c'est une source de satisfaction pour un certain d'entre eux. Satisfaction parce que ça les amène à rencontrer des gens qui sont différents. Ça fait vraiment partie de la variété du métier. Et beaucoup vont insister là-dessus. C'est aussi voir des maisons ou des appartements. Et ça, pour certains, ça peut être agréable. C'est aussi discuter, parfois rencontrer des gens qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer en dehors ou dans leur vie intérieure. Donc voilà, ça peut être vraiment une source de satisfaction, apprendre des choses, discuter avec eux de choses variées, etc. Bon. Et dans le même temps, c'est aussi la source de vexation. Vexation parce qu'il n'est pas du tout rare que des clients leur accrochent au nez, par exemple, que des clients parfois
les traitent de voyous, de voleurs, etc. Bon. Et puis, ou bien ne viennent pas au rendez-vous, ne les préviennent pas, ou bien par exemple la signature chez le notaire a lieu environ 3 mois après la vente en agence. L'agent immobilier va avoir le sentiment d'avoir permis au client de trouver son appartement. Et le jour chez le notaire, c'est pas rare que le client dise bonjour au notaire, mais pas à l'agent immobilier ou ce genre de choses. Voilà. Pour eux, c'est des choses qui sont très vexantes. Bon. Donc il y a ces deux choses-là, à la fois source de satisfaction, mais aussi des vexations. Et ces vexations, en fait, elles sont d'autant plus vives chez eux qu'au quotidien, ils font des efforts pour servir leurs clients au sens où il y a un contrôle d'eux-mêmes qui est intense. Contrôle du langage, contrôle du corps aussi, à travers la tenue vestimentaire, le fait de se tenir droit, etc., etc. Et donc le fait de faire des efforts en ce sens-là rend les vexations encore plus douloureuses. Est-ce qu'on est sur ce même type de rapport quand on est chauffeur Pour uniquement la minorité de chauffeurs sur une niche qui est sur le vrai métier, malheureusement. C'est-à-dire le reste, les 90%, c'est malheureusement du taxi déguisé. Donc c'est, je transporte une inconnue, donc la plateforme me dit allez là-bas 2 km par là, j'y vais, je découvre qui je dois transporter, et puis uniquement quand la personne est montée à bord, je découvre où est-ce que je vais aller, donc je ne peux même pas avoir de rendez-vous après puisque je ne peux pas planifier ma vie, donc c'est du salariat déguisé, et puis c'est du taxi quoi. Taxi pur. C'est purement du taxi. En revanche, l'autre minorité qui est sur du service de qualité, oui, et jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais entendu quelqu'un dire on veut pas de barbu, on veut pas de bronzé ou autre. On a un collègue chauffeur qui s'appelle Hicham qui a un accent, alors il parle français, espagnol, arabe, anglais et allemand. Et dans toutes ces langues-là, il a son accent à lui, puisqu'il vient du Maroc, mais en tout cas, il peut vous emmener dans n'importe quel domaine en France, vous faire le wine tour, etc., dans plusieurs langues, il sait très bien le faire. Donc après, il peut exister des petits soucis, mais je pense pas. Les meilleurs parmi nous s'en sortent très très vite. Ceux qui sont bons au niveau du service, ceux qui sont bons au niveau de la qualité d'accueil avec les clients et de suivi et de conduite, etc., vont s'en sortir. Après, il n'y a rien à assimiler de spécifique là-dessus. On est quand même dans l'univers des plateformes, en tout cas, sur un principe d'évaluation permanente par le client, ce qui peut même conduire au fait d'être éjecté des services de la plateforme. Et donc là, la relation quand même à la clientèle va être déterminante pour même conserver son droit d'utiliser la plateforme. Est-ce que ça, c'est vécu de manière difficile par les chauffeurs ? Alors, les chauffeurs se lancent. Arrivés à 4,60, ils reçoivent des... 4,60, c'est les nombres d'étoiles sur 5, la moyenne est sur 5. 4,60, ils vont recevoir des notifications. 4,5, ils peuvent se faire déconnecter pour une semaine ou deux. Et 4,4, je crois qu'en tant que patron, chef d'entreprise, on lui dit « va suivre une formation pour qu'on te réapprenne un peu ton métier parce que tu es stupide ». Et s'il continue à descendre en dessous de 4,4, il se fera déconnecter. Bon, après, les gars, ils trouvent des solutions pour essayer de se reconnecter, racheter des comptes, des faux comptes. Il y a de la magouille partout. On avait montré un journaliste qui avait, l'année dernière, au mois de février, créé un faux compte chez Uber. Il a été accepté, donc c'est pas trop le souci. Mais effectivement, pour ceux qui marchent droit, c'est la panique. Mais de ce qu'on a remarqué au niveau des plateformes, là, en ce moment, par exemple, Uber a licencié pas mal de monde, mais elle les a reconnectés 2 semaines après, pour un taux d'annulation. Tous les 1 mois et demi ou 2, le logiciel du grand seigneur aux États-Unis se lève et dit tiens, il va falloir un petit peu taper sur les doigts de certains. Et donc la rumeur se lance partout que j'ai été viré. Donc les mecs se remettent un peu à marcher à peu près correctement. Au bout d'1 mois et demi, certains commencent à se lâcher un peu en tant que chef d'entreprise. Voilà. Ils choisissent un peu les courses, etc. Ils se font taper dessus. Voilà, c'est des périodes où c'est la plateforme qui décide de tout. Et c'est très opaque de notre côté. Nous, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On sait qu'autour de 4,5, il va se faire dégager. Mais il va tout faire pour essayer de se reconnecter à travers même d'autres comptes. Maintenant, on a des comptes qui sont basés à l'étranger. Il y en a qui donnent des RIB à l'étranger. Enfin, c'est devenu... En fait, le manque de contrôle, le manque de sérieux de la part de l'État fait que ça a donné à des situations très violentes. Mais cette violence-là, les gens ont trouvé des moyens de des astuces. Aujourd'hui, ça fait quand même des années qu'on manifeste, etc. L'État n'a absolument rien fait. Aujourd'hui, on se retrouve à 60 à 70% des chauffeurs VTC qui ne déclarent plus leurs revenus. Alors, ce secteur qui est donc manifestement dérégulé, voire totalement dérégulé, est-ce que, peut-être c'est ma dernière question, est-ce que vous pensez que ça va être
cela va être une des caractéristiques de la nouvelle classe moyenne? Est-ce que ces statuts un peu hybrides, voire même complètement en dehors des clous de la loi, vont devenir une forme de norme au sein de la classe moyenne, puisque c'est aussi un sujet d'étude, cette nouvelle classe moyenne qui émergerait en France, peut-être à l'image, sous forme de précurseur, de ce que vivent actuellement les agents immobiliers? Alors en effet, une des idées du livre, c'est aussi de prendre, donc c'est un travail sur les agents immobiliers, mais c'est de prendre les agents immobiliers en fait comme une voie d'entrée pour réfléchir aux transformations des classes moyennes et pour étudier un groupe plus large, donc, que j'appelle les cols blancs du commerce, parmi lesquels on va trouver des professions comme les représentants de commerce, des courtiers, des conseillers d'assurance, des chargés de clientèle bancaire, etc., qui partagent en fait des proximités avec les agents immobiliers, des proximités professionnelles d'une part, en termes d'activité de travail, être inscrit dans une logique lucrative, être en contact avec des clients, avoir un certain statut, pas avoir de patrimoine professionnel important, être payé entièrement ou en grande partie au résultat, etc. Bon. Et qui partagent aussi avec eux des proximités sociales en termes d'origine sociale et d'alliance matrimoniale. Et cet ensemble des cols blancs du commerce, on remarque en fait que ces effectifs sont multipliés depuis le début des années 80. Et vraisemblablement, il contribue à transformer en fait les classes moyennes. Car c'est un ensemble qui est hétérogène, hein, en termes de revenus, en termes de diplômes, etc. Mais une assez grande partie d'entre eux, on peut considérer qu'ils relèvent des classes moyennes, étant donné en fait leurs revenus, leurs diplômes, leur statut. Ils se distinguent en fait des classes moyennes telles qu'on a souvent l'habitude de les penser. Autrement dit, ils amènent en fait à renouveler les concepts qu'on a l'habitude d'utiliser pour penser les catégories intermédiaires. Souvent, en fait, on pense les classes moyennes à partir de caractéristiques qui les distinguent des classes populaires. Et on parle alors souvent des anciennes classes moyennes, qui se sont beaucoup en fait développées en France au fin 19e, début du 20e siècle, qui sont des classes moyennes indépendantes, qui s'écartent en fait des classes populaires parce qu'elles possèdent un patrimoine professionnel. Et on a parlé ensuite, dans les années 50-60, des nouvelles classes moyennes, qui se sont beaucoup fait développer en France à cette époque-là, et qui se caractérisaient en fait à la fois par la possession d'un diplôme et par le fait qu'elles étaient associées au salariat stable. Mais pour les agents immobiliers, comme pour une assez grande partie, même des cols blancs du commerce, on se distingue de ces deux types de classes moyennes par l'absence, en fait, notamment par l'absence de patrimoine professionnel important et par le fait qu'ils ne bénéficient pas en fait, des garanties associées au salariat stable. Et c'est en ce sens-là que ça s'inscrit dans les transformations récentes du capitalisme. Est-ce que peut-être pour vraiment terminer, est-ce que vous pensez appartenant aux classes moyennes? Est-ce que les gens que vous côtoyez au sein de votre syndicat se pensent appartenir aux classes moyennes, ou est-ce que le salariat est une vraie frontière? Je ne pense pas qu'on fasse partie de la classe moyenne. Non, mais par contre, pour reprendre un peu le début de votre question, ouais, c'est ce qui me terrorise en ce moment, c'est qu'on va avoir affaire à énormément de secteurs d'activité où les entrants vont devoir magouiller, trafiquer, et en fait, toutes les bases que représente finalement l'État, on va devoir les mettre de côté parce qu'on est dans un état de fait finalement. Donc l'état de droit, on va le mettre de côté. Au nom des faits, des problèmes qu'on a, on va devoir s'asseoir sur énormément de principes. Et c'est ce qui me fait peur parce qu'à chaque fois, c'est toujours celui qui est au-dessus qui gagne. Vous voyez, ce sera toujours Uber ou Deliveroo ou un autre qui va gagner. Donc on va nous imposer un état de fait en disant oui, mais au moins il y a des gens qui bossent, ça crée de l'activité, qui sera totalement contraire à nos principes en France. Et on va nous le dire, oui, mais on va être obligé de le laisser parce qu'on n'a pas le choix. Et ça, on le voit depuis le fléau de la sous-traitance, en fait. Moi, j'ai mon beau-frère qui est dans la peinture. Le nombre de sous-traitants qui sont obligés de travailler avec des Égyptiens et des Africains sans papier pour pouvoir assumer en fait, la sous-traitance, c'est une catastrophe. Au niveau de la poste, etc., j'ai travaillé là-dedans. Pareil, ils embauchent que des sans-papiers et des mecs pas déclarés. Dans la restauration, on a beaucoup de sans-papiers. Je me dis, où est-ce qu'on va? Parce que si c'est toujours un petit peu de petits magouilleurs à droite à gauche, dans plein de réseaux, dans plein d'activités, enfin de secteurs, je me dis, c'est pas très grave. Mais quand ça devient une norme de devoir être trafiquant et magouiller, jusqu'où on va aller, quoi? Parce que moi, en tout cas, dans mon secteur, on a énormément de gars qui ont des comptes à l'étranger, qui essaient de trouver des moyens d'avoir des comptes à l'étranger, trafic à fond. Si chaque secteur d'activité se fait paupériser et tout le monde essaie de fuir, finalement, comment on va tenir les fondations du pays? C'est une question vraiment que je me pose et je me dis, plus on va continuer comme ça, plus on va avoir une ribambelle de trafiquants qui vont se croire classe moyenne, mais en fait, j'y crois pas du tout. Où est-ce que ça va aller? Je ne sais pas du tout. En tout cas, on ne fait que tirer vers le bas pour l'instant.
Merci beaucoup à vous deux pour vos éclairages, chacun dans votre domaine et dans vos spécialités. Alors je vous invite donc vivement à lire cet ouvrage de Lise Bernard, La précarité en col blanc. C'est une sociologie vivante et incarnée, c'est très agréable à lire et on apprend plein de choses. Et puis de votre côté, Célia Baroun, le feuilleton est sûrement pas terminé puisque la situation des chauffeurs VTC est loin d'être réglée. Vous pouvez retrouver toute notre collection d'émissions sur le travail et le reste de l'abondante production vidéo de Mediapart sur notre site www.mediapart/studio. À bientôt.